10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Très heureux de vous retrouver ce mercredi sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce jour, c'est avec Tchakala Alérou, le patron du journal Courrier de la République. Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse. Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade. Et Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Dans l'actualité, ce matin, nous reviendrons sur l'accident du quart de l'équipe de Koroki de Tchamba. C'était dimanche dernier. On dénombre des blessés dans un cas grave dont le pronostic vital n'est plus engagé selon des sources médicales. Ce énième accident rappelle celui d'il y a 16 mois avec Fouadan de Dapaon. Ça rappelle également l'accident de l'Étoile filante de Lomé en 2011. Ça rappelle finalement pour le football togolais l'attaque de Kambinda en 2010 ou encore l'accident de l'avion d'une partie de la délégation du Togo qui s'est rendue à Longhi pour le match des éperviers du Togo. Comment est-ce qu'il faudra comprendre finalement ces drames qui ne cessent de s'abattre sur le football togolais? Comment conjurer ce mauvais sort avec les confrères? Nous essaierons de revenir un petit peu sur le sujet. Nous parlerons politique aussi ce matin avec la nouvelle orientation que donne la CEDEAO à la résolution de la crise politique au Togo. Et nous reviendrons aussi sur l'affaire dite d'escroquerie internationale. Taxi FM 93.1. Les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi, nous allons commencer par le quotidien Togo Matin qui parle du contrôle des prestations des fonctionnaires en période de grève. Gilbert Bawara garantit l'objectivité des mesures, vous lirez l'article dans le journal. Et puis le regroupement des 14 partis de l'opposition après la rue, la trêve, s'exclame le journal Togo Matin. Le quotidien Liberté, Anselme Sinandare, Douti Sinaleng, 5 ans de silence et d'impunité pour les assassins. Les infanticides continuent sous Fort Gnassingbé, écrit le journal Liberté. Polémique sur la présence de Fabre à l'hôtel 2 février. Le leader de l'ANC a été invité par le représentant du facilitateur ghanéen, renseigne ce matin le confrère Liberté. Il y a le quotidien Forum de la semaine aussi qui est dans les kiosques. CEDEAO, nomination d'un premier ministre en Guinée-Bissau, une étape importante vers l'apaisement selon Fort Gnassingbé. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis, lutte contre l'insécurité dans l'espace entente, le comité des experts en réflexion sur le mécanisme entente de renseignement à Lomé. Les détails sont à découvrir dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a l'hebdomadaire La Dépêche qui parle aussi du sommet de la CEDEAO à Lomé. Les crises en Guinée-Bissau et au Togo au menu des discussions forts et le groupe des 14 au pied du mur, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de Pascal Bodiona. Le martyr continue, écrit La Dépêche. La manchette qui annonce d'ailleurs la conférence de presse ce matin de la coalition des 14 partis de l'opposition, c'est en cours. Et puis aussi la démocratie sélective, CEDEAO, sur les traces d'un complot contre le Togo, écrit notre confrère. Comparution de Pascal Bodiona, les dessous d'un acharnement politique, conclut le confrère La Manchette. Le libéral, avec la vente en détail de la cigarette, l'autre danger, écrit-il, vous lirez l'article à la page 7. Dialogue inter-togolais, le sommet de la CEDEAO fixe les limites, vous lirez la question dans le journal à la page 3. C'est dans le journal Le Libéral. Il y a le dialogue qui parle de la crise togolaise et les recommandations de la CEDEAO, l'opposition mise dans l'embarras, écrit le journal. Le confrère qui parle de la tentative de sabotage du sommet de la CEDEAO à Lomé par le groupe des 14. L'opposition a-t-elle réellement envie de dialoguer, se demande le dialogue ce matin. Togo Nigban, le bimensuel qui a publié une enquête exclusive autour de la royauté au Togo, du Rififi à la cour royale de Sagbado, deux prétendants d'une même famille pour un trône,
À qui doit revenir le trône? Vous lirez l'article, peut-être que vous trouverez la réponse à la question posée par le journal. Construction d'un marché moderne dans le canton de Pélégonvier, pour tout dire. Une équipe de l'ONG Amis Sincères en visite du site. Et puis, incroyable mais vrai, on mange mieux en Afrique que dans le reste du monde. Révèle ce matin le confrère Togo Niwa. Les détails sont découverts dans le journal. Le Messager aussi, avec la crise politique au Togo. Pourquoi le communiqué de la CEDEAO fâche la coalition? S'achemine-t-on vers une décision de l'organisation qui s'impose à tous les acteurs politiques togolais? Se demande le confrère. Le journal qui parle également de la défiance à l'autorité, tentative de sabotage du sommet de la CEDEAO, l'autre bêtise de la coalition, peut-on lire dans le journal Le Messager. Dunia Le Monde, Cour suprême, que reproche-t-on encore à Pascal Bojona? C'est ce que vous lirez dans le journal à la page 3. Et puis le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé, le Togo renoue avec le succès diplomatique. Les détails, c'est dans le journal Dunia Le Monde. Fraternité, avec cette affaire de tilapia qui revient sur le tapis, décidément, un poisson à problème, écrit le journal. De drame en drame, le football togolais est-il hanté? C'est l'interrogation du journal Fraternité. Le confrère également qui a publié un article sur Victoire Biakou, ce qui est sur les traces de Belabello. C'est la conclusion à laquelle le confrère Fraternité est venu. Et puis le triangle des enjeux. Réouverture du dossier Pascal Bojona sur le 19 avril 2018. Le refus de l'offre, les vraies raisons. Vous lirez l'article dans le journal Le Triangle des enjeux. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour mon grand citoyen d'État, Tchakala Alérou. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les grandes citoyennes d'État et à tous les grands citoyens d'État. Et bonne écoute à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour mon grand citoyen d'État Olivier Adja. Oui, bonjour Eric, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Merci aussi à toi. Bonjour Kenalo Issifou. Bonjour mon cher grand citoyen d'État. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour à toutes les Togolaises, tous les Togolais qui prient chaque jour pour des lendemains meilleurs pour notre chère patrie, le Togo. Oui, bien sûr. Vous savez, on est en avril, et le 27 avril, ça va être encore un jour important pour notre pays. Bien sûr. On ne peut que souhaiter le meilleur pour notre nation. Tout à fait. Tchakala, vous voulez ajouter un mot? Non, j'ai un ami qui est un peu souffrant. Il s'agit de Kokou Pekpea. Il est un peu indisposé. Il est sous ce rhum. Je lui souhaite. Finalement? Oui, il est un peu souffrant. Je lui souhaite. Parce que la dernière fois, c'est l'anniversaire. Non, c'était même pas l'anniversaire la dernière fois. Très bien. Donc, je lui souhaite un très prompt rétablissement et qu'il recouvre la plénitude de sa santé. Oui, nous joignons à votre message. Oui. Merci à vous. Je voudrais avoir votre avis sur la question du tourisme au Togo. Vous savez, ces dernières heures, la presse renseigne que 2 février a trouvé preneur. Et selon plusieurs informations, demain, l'hôtel Ibis devient la propriété de l'État togolais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais on a toujours évoqué le problème lié au tourisme dans notre pays. Ce ne sont pas les infrastructures hôtelières qui manquent. Et ce ne sont pas des sites touristiques aussi qui manquent dans notre pays. Il y en a plein. Mais on nous apprend que c'est des Arabes, un groupe émirati qui va reprendre l'hôtel 2 février. On voudrait seulement que ça dure. On a vu Radisson qui est venu et qui a passé le temps d'un éclair ici et qui est reparti. Jusqu'alors, on ne connaît pas les mobiles pour lesquels ce grand groupe a quitté notre pays. C'est resté un sujet tabou que même les premiers responsables du pays n'ont pas abordé. Et entre-temps, Ibis et Sarakawa étaient aussi dans l'escarcelle d'un groupe français. Et ce qui est tout curieux, c'est que quand ces hôtels-là étaient dans les mains de l'État, c'était mieux entretenu. Mais depuis que ces hôtels-là
sont tombés dans les mains de ces grands groupes, Ibis, Accor et consorts, je crois. L'entretien n'y est pas. C'est comme ils sont venus pour se faire de l'argent et laisser l'hôtel dans l'état dans lequel il se trouvait. Donc nous avions eu à décrier cela, à dénoncer cela de par le passé, mais heureusement que c'est un groupe émirati qui reprend de février sans qu'on ne sache ce qui était advenu de Radisson, pourquoi ils ont quitté le pays. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça dure et que il y ait vraiment un cahier de charges bien défini et qu'on devrait soumettre au groupe émirati qui a pris l'hôtel de février, parce qu'il ne sert à rien de dire aujourd'hui que l'hôtel de février change de main et que quelques jours après ou bien quelques semaines après on vient à nous dire encore que c'est un autre groupe sans qu'on ait connaissance de ce qui a prévalu pour que l'ancien groupe puisse céder pour qu'un autre groupe. Je crois qu'il y a cette gestion un peu opaque de ces deals que nous tissons avec certains grands groupes. Parce donc, que, vivement qui est... Accor récemment a réussi à faire condamner l'État togolais, vous vous rappelez, dans le différend qui les oppose par rapport à la résiliation du contrat avec l'hôtel Sarakawa. J'espère que Ibis n'en fera pas de même. On n'en sait pas trop. Olivier? Non, mais il faut dire d'abord... Aujourd'hui, on parle de l'hôtellerie, mais ça inclut, ça parle de tourisme. Oui, non, mais ce que je veux dire, qu'il faut dire d'abord que l'État togolais est très ambitieux pour la relance du secteur touristique au niveau du Togo. Depuis les années 90, avec les difficultés politiques, notre tourisme est à terre. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, quand vous voyez les chiffres, c'est que le tourisme est un secteur qui porte beaucoup l'économie des pays. On ne va pas parler des pays comme l'Égypte, le Maroc, où quand le tourisme a un petit problème, c'est tout le pays qui commence par toucher. Donc nous avons des atouts touristiques et que nous n'avons pas su entretenir pour d'abord des raisons politiques. Mais après ces raisons politiques, même pour aussi des raisons de gestion, des questions de bonne gestion. Quand on prend le parc Malfa Kaza et Fazao, c'est vraiment un problème là-bas. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé entre l'État togolais et le groupe SUS et qui gérait ce parc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment le Togo qui a repris ou qui n'a pas renouvelé le contrat de ce groupe-là gère le parc Malfa Kaza et d'autres parcs nationaux, d'accord? Aujourd'hui, on vous dira que non, c'est les populations qui abattent des arbres, qui vont tuer des animaux, mais dans d'autres pays, il y a des politiques qui prennent en compte les chasseurs, la communauté des chasseurs, la communauté à la base qui habitent auprès ou bien proche de ces parcs-là. On peut les associer à la gestion même du parc, on peut les associer à l'encadrement des groupes de touristes qui arrivent, on peut les associer même à la protection de la faune et de la flore de ces parcs-là, mais on ne les fait pas. Donc ça c'est un. De deux, c'est aussi la gestion même de nos infrastructures hôtelières, parce que on a l'impression... Il y a un cas qui est sur le tapis aujourd'hui, c'est l'hôtel du 30 août à Palimé. Je ne sais pas si vous vous êtes encore rendu là-bas. Oui. Le gouvernement togolais avait décidé en tant qu'une rénovation soit faite de ce côté-là. On a encaissé de l'argent et puis on n'a rien fait. Bon, moi quand je me rends là-bas, c'est pour voir... et les meubles du 19e siècle, les meubles du 20e siècle, les meubles du siècle précédent, qui y sont encore. C'est pour aller visiter un bâtiment qui date des années 70 et qui aujourd'hui est en décrépitude très avancée. Et c'est pour voir des conditions déplorables et de travail des employés, s'il y a encore des employés là-bas. Et voilà comment on entretient nos hôtels. Et ça aussi, ça exprime le manque d'ambition en fait. Parce que quand vous voyez l'État, au niveau même de l'État, et je le dis pour que les gens se réveillent en fait, parce que aujourd'hui on signe un contrat avec un groupe étranger pour la gestion d'un hôtel et à peine quelques mois on change de groupe. En réalité, quel signal fort on donne aux opérateurs économiques, aux investisseurs? C'est-à-dire que leur investissement n'est pas garanti, n'est pas sécurisé et que tout peut changer à tout moment. Vous voyez? Et là, la confiance que nous voulons dans
pour les investisseurs que nous voulons, comment il a, en tout cas, cultiver aux yeux des investisseurs, ça casse tout. Et c'est le cas du 2 février, c'est le cas d'autres hôtels aussi. Même s'il faut dénoncer aussi ces gens qui viennent et qui sont plus attirés par le gain et ils rapatrient plus l'argent qu'ils n'investissent dans la protection, ou plutôt la prise en charge, c'est pas l'entretien plutôt des infrastructures, parce que dans les cahiers de charges avec Ibis et les autres, il y avait l'entretien. Oui, Sarakawa notamment. Sarakawa, il y avait l'entretien de l'hôtel, mais quand vous voyez comment le groupe Accor a géré l'hôtel Sarakawa, et ça laissait à désirer. Donc, mais aussi, ça prouve que le Togo n'a pas bien suivi, n'a pas fait un suivi de l'entretien, de la gestion de l'hôtel, si bien que c'est après le départ de ces gens-là qu'on a constaté qu'ils n'avaient pas bien géré l'infrastructure. Alors, c'est vrai que mes confrères qui m'ont précédé ont fait tellement de développement que je prends la parole, je ne sais même pas ce que je vais dire, mais je touche du doigt un élément. Vous savez, quand un investisseur arrive dans un pays et que les rétrocommissions s'élèvent plus qu'en réalité l'enveloppe qui est impartie pour le travail qui va être fait, mais ne vous étonnez pas que ces gens-là, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, c'est-à-dire que dépose le tablier, s'en aille. Nous assistons à une gestion calamiteuse. C'est une réalité. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand il y en a de trop, c'est ce que ça crée. Bon, après, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Quand on en donne à celui-là, il y a l'autre aussi à qui il faut en donner. Celui qui n'a pas reçu, soit lui, bon, il passe de l'autre côté, il vous fait du chantage, vous êtes obligé de verser. Alors, moi, je me pose une question. Quelle est la politique touristique qu'on a définie pour notre pays? Parce que même si un groupe qui vient, qui prend un hôtel et qui fait une gestion approximative, je crois quand même qu'il y a des mécanismes que l'État a prévus pour rappeler à l'ordre les gens. Donc il y a une certaine complicité en matière de gestion, c'est-à-dire que de la chose publique, de manière générale. Nous avons souvent décrié la corruption qui aujourd'hui prend des proportions vraiment inquiétantes. Vous savez, si on a des problèmes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les ressources sont mal gérées et que quelque part, il n'y a pas de redevabilité. Si en réalité, en termes de redevabilité, les gens savent très bien qu'ils doivent rendre compte, je crois qu'on ferait plus attention à mieux gérer les choses. Donc ne vous étonnez pas. Le vendredi passé, excusez-moi de vous interrompre, il y a les confrères qui donnaient l'information ici que le troisième quai, on le sait, a été donc cédé à la concession pour Bolloré. Oui. Mais il y a notre port privé au Togo, oui, dont on ne sait à qui cela appartient véritablement. Mais voilà, vous voyez, c'est-à-dire que quand il y a des choses comme ça qui existent dans le pays où c'est l'omerta autour, vous ne pouvez même pas aller quérir la moindre information, mais ça y est là, il y a un climat de méfiance générale. Vous arrivez dans un pays, vous prenez un taxi, le taximan qui est au volant, il ne vous parle pas bien de son pays. Oui. Mais le lendemain, vous prenez l'avion, vous retournez chez vous. C'est le premier informateur. Vous prenez une moto-taxi, il est alarmant dans toute l'analyse qu'il fait sur son pays. Il est aigri aussi. Il est aigri aussi. Il y a tout ça. Donc en réalité, vous savez, j'avais parlé ici un jour de la démocratisation même, c'est-à-dire que des décisions, disons, des œuvres qu'on offre aux communautés. Quand vous faites quelque chose et que les communautés ne se sentent pas impliquées alors que ce sont les premiers commerciaux de l'État, mais ne vous étonnez pas que ce climat de méfiance-là puisse toucher à des intérêts beaucoup plus élevés. Rappelez-vous, l'hôtel de la paix qui est resté aujourd'hui comme un repère de je ne sais ce que je vais l'appeler. On ne sait même pas de quoi il advient. Moi, j'étais petit, je me souviens, j'avais un oncle là-bas à Binikapé, à son âme, je rends hommage à sa mémoire. Ben, j'allais voir l'hôtel de la paix, mais écoutez, c'était pas de la, c'était sublime. On rêvait, on avait un paradis quand même, une côte d'azur ici chez nous au Togo. Mais quand Olivier dit que les gens étaient ambitieux, je suis heureux qu'il se rattrape en disant qu'il y a un manque d'ambition. Il n'y a jamais eu d'ambition. Aujourd'hui, vous savez, sur tous les plans, tout ce que les gens font, on cherche un fonds de commerce, point barre. La course, facile. C'est tout. Tchakala. Non, mais c'est une faillite collective. Hein. Il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. C'est comme le Togo est devenu ce petit gâteau où ceux-là qui ont peut-être certaines responsabilités se le partagent. Si toi tu prends telle partie, telle autre, tout ça. Mais c'est pas la première fois on s'est interrogé sur ce port-là à côté du jeu. LCT.
jusqu'alors, on n'a pas encore eu la réponse qu'il faut. Parce que Personne on n'a n'est- pas les traces personne dans le n'est budget encore- de l'État. Oui. Les traces de ce port privé n'apparaissent nulle part Oui, dans oui. le budget de l'État. Oui, mais ça ne titille même aucune susceptibilité au point même qu'on vienne à faire la lumière autour de ça. Vous voyez comment les gens entretiennent cette opacité, à quelle fin on Alors, ne le saurait. quand on n'est pas Donc, je complice crois- d'une situation, on la dénonce. Si on la dénonce pas, c'est que quelque On est part, complice. on est complice. Donc je crois que il va falloir qu'on se dise que ces Émiratis qui sont arrivés pour reprendre l'hôtel de février, c'est bien beau, mais on ne connaît rien de ça. Qui allait les chercher? Ils vont faire combien de temps ici? Quels sont ce qu'on leur a assigné comme charge? Ou alors Donc, peut-être que des forces beaucoup plus, c'est-à-dire que dominantes, ont pris en otage notre pays et que nous sommes impuissants. Si tel est le cas, il faut donc revenir le dire et voir ensemble comment est-ce que nous pouvons nous délier de ce jour-là. C'est ce que je peux dire. Quand il parle de faillite collective, j'y adhère totalement et moi je l'ai déjà dit ici. Parce que même le premier Zémidian qui dit à l'étranger, mon pays, c'est un pays pourri, mais il ne rend pas service à la nation. Mais c'est ce que je dis, si quelque part, nous nous sentons intégrés, nous nous sentons, c'est-à-dire que respectés, comme il le dit, les gens posent des questions, ils n'ont pas de réponse. Les gens vivent dans un pays où en réalité, on a l'impression qu'en fait, on ne les considère même pas, on ne sait même pas qu'ils existent. C'est le sentiment que ça donne. Et effectivement, je l'ai déjà dit ici, nous avons tous échoué, il faut qu'on s'arrête. mais cet échec-là, certains ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont échoué. C'est ça. Quand on est difficile à consommer, c'est ça le drame. Mais on ne peut pas s'arrêter, reprendre un nouveau départ à partir du moment où certains ne se sentent même pas liés par cet échec dont on fait cas ici. C'est ça le drame. Donc aujourd'hui, vous prenez le sable marin, c'est quelqu'un qui le gère. Vous prenez... le sable marin. Si, le Togolais qui voudrait en tout temps acheter le sable marin, il doit se confier. Quand vous prenez la phosphate, on parle d'Indiens, on parle de Juifs, on ne sait pas. Quand vous prenez le port autonome de Lomé, c'est la manutention qui rapporte. Quand on parle du port, c'est la manutention qui rapporte. Maintenant, tout cela, nous avons concédé. Même un bateau qui est un rade qui veut rentrer, on a cédé ça à quelqu'un, à un groupe étranger. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui est la propriété exacte. Même les panneaux publicitaires en ville, irrigateurs, même les panneaux publicitaires même en ville. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est réel. Même si une privatisation était nécessaire pour le développement du pays, elle a commencé il y a longtemps. Quel est le constat aujourd'hui? C'est ça. Il y a beaucoup de grandes questions qui sont des enjeux nationaux auxquels on semble ne pas réfléchir. Auxquels, c'est-à-dire qu'on semble ne pas vouloir essayer de trouver des réponses. C'est ce que disait mon confrère tout à l'heure. Et c'est inquiétant. En off, tout à l'heure, je disais que quand vous avez une situation comme ça où il y a un voile opaque qui est là, vous n'avez pas de perspective et qu'il faut rester dans le questionnement perpétuel, cela amène à un risque énorme. Oui. Eric, moi je je crois... Olivier aussi. Non, mais moi, personnellement, je ne parlerai pas d'échec sur tous les plans. Et le Togo, certes, on est en difficulté, mais il y a des plans où quand même on peut dire qu'on fait bien. Seulement, et là, il faut quand même souligner ça je sais pas, en rouge ou en noir, c'est qu'il y a un problème de reddition de comptes. Là, on est tous d'accord. Oui. D'accord. Là, on est tous d'accord. Quand on parle des contrats que l'État signe avec beaucoup de structures étrangères, ces contrats sont difficilement accessibles, même si j'ai écouté des gens... Oui, bien sûr. Non, mais par rapport aux journalistes, j'ai écouté des gens qui nous font le procès en tant que journalistes que c'est parce qu'on ne va pas chercher. Peut-être que c'est une autre paire de manches, mais est-ce que si on cherche, on trouvera ces contrats? Et si on trouve ces contrats, ce sont les vrais contrats qu'on va trouver. En même temps, ça je peux peut-être le dire à beaucoup de nos confrères, y compris nous. On a cherché plusieurs fois à avoir accès à des documents officiels. On n'en a pas. Voilà, donc c'est un aspect et c'est un problème sérieux qui pose peut-être, comment dire là, la problématique même de la bonne gestion au niveau donc des affaires de l'État. Oui. D'accord. Il faut quand même qu'on nous rende compte au peuple. Il y a ça rapporte ci, ça rapporte ça. LCT, bon, moi j'avais appris que ça appartient au groupe Bolloré. Encore? Non, j'avais appris.
Après, j'ai suivi le vendredi dernier et nos confrères qui disent non, que derrière LCT, on n'a pas d'identité. Ce qui même m'a fait un peu rire parce que là, je m'impose même cette responsabilité d'aller au niveau du CFE et de chercher à savoir quelle forme LCT a et qui l'a créé. Parce que normalement, quand vous allez au niveau des structures de création pour créer une entreprise, vous déclinez votre identité, soit la personne morale qui crée cette entreprise, soit la personne physique. Mais au moins, il y a une identité derrière. Oui. Donc, nous allons chercher à savoir quelle est l'identité qui se cache derrière LCT et on suivra l'opinion. Mais de façon générale, dans notre pays, il y a un problème de reddition des comptes qui pose même le problème de la bonne gestion des affaires. La bonne gouvernance. On a toujours parlé ici. Merci de nous avoir rejoints. Isidore, bonjour. Bonjour, merci que vous soyez là. J'étais passé par quelque part. On est toujours fidèle au poste. Toutes nos excuses pour le retard. Ce n'est pas grave. Allez-y, Tchakala. Eric, je ne me réjouis pas du tout du fait qu'on dise que demain, à partir de demain, Ibis va tomber dans l'escarcelle de l'État. Pourquoi pas? Ça, c'est un autre drame qui est en gestation. Comment c'est un drame? Soyez sérieux. Vous voyez un peu comment... Vous êtes contre la privatisation, oui ou non? Je suis contre la privatisation, mais on a vu ce que les autres ont fait. C'est que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est blanc, bonnet, blanc. On a vu comment est-ce que les gens, certains qui ont des pouvoirs de décision, iront prendre d'assaut les chambres là-bas et après tout on leur enverra des trucs pour signer. Ils grossissent des factures comme ça qui ne seront pas payées. On a vu ce que l'hôtel de février, entre-temps, avait coûté à l'État. Il suffit seulement qu'on soit ministre ou qu'on soit je ne sais quoi. Et là, on passe plusieurs semaines là-bas. Après tout, on vous envoie la facture, vous signez, vous laissez... De février, les pères de la paix aussi à côté. Oui, vous laissez tout. Donc, je ne me réjouis pas du fait qu'on dise que demain, ça serait encore un autre drame qui est en gestation. Il faut aussi tirer les leçons de nos erreurs passées. Bon, quand moi j'ai appris que l'État a géré le 2 février pendant quelques mois, pour le moment, je n'ai pas appris qu'il y a eu assez ce problème-là. Il y a un changement de directeur aussi. C'est ce qu'on ne dit pas assez. Vous n'êtes pas allé aux informations sur ce point précis. Oui, mais je crois que s'il y avait ce problème, on allait l'apprendre aussi comme on l'a pris les autres. On n'a jamais... Il faut savoir que... rien dans ce pays. Là, c'est une information. Il faut savoir que le directeur aussi de l'hôtel, l'ancien directeur, a été remplacé par un Allemand. Peut-être que c'est le nouveau groupe qui est arrivé, qui a imposé ça, je ne sais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore appris ce que mon confrère est en train de dire, comme quoi les ministres sont... Bon, alors, moi, je le redis et je le dis à chaque fois. Quand il existe une mafia d'État, ne l'oubliez pas. Il existe une mafia d'État. Non, mais écoute, dans tous les États au monde entier, vous avez une mafia d'État. Quand elle veut effectivement que ça marche, ça marche. Vous parliez d'information tout à l'heure. On peut vous donner l'information, c'est-à-dire que qui vous sied à vous en tant que journaliste. La manipuler. Mais bien sûr, on vous la donne. Vous pouvez faire le tour 1001 fois, vous n'aurez jamais la bonne information. Parfois même on peut vous induire en erreur. Vous comprenez un peu? Parce que quand on ne veut pas que ça se sache, ça ne va pas se savoir. Donc il y a ce fait-là. Si aujourd'hui l'on décide effectivement d'assainir la gestion de la chose publique, il faut une réelle volonté politique et qu'on impose une nouvelle discipline à chacun. Olivier parlait de la reddition des comptes. Mais bien sûr. C'est l'un des problèmes fondamentaux du Togo. Mais le problème d'ailleurs, c'est que la façon dont les gens viennent aux affaires, quand on brûle les étapes, quand on fait, c'est-à-dire que des contorsions, quand on passe par des méthodes peu orthodoxes pour acquérir ou bien pour arriver aux choses, à qui vous voudriez qu'on rende compte? Il y a des gens qui ont existé pendant longtemps à la tête des institutions dans ce pays. On ne les a jamais entendus ouvrir la bouche. Les choses sont restées au même pôle pendant des années. Il a suffi qu'ils partent que vous découvriez en réalité le grand trou qui existait. Donc pendant longtemps, c'est parce qu'on n'a pas voulu que ça se sache. Ça ne s'est jamais su. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté politique où on peut céder aux multinationales quelque chose, mais penser aux 10% qui peuvent quand même aider les populations. Parce que vous savez, quel que soit ce qu'on leur a pris comme retro-commission, quel que soit ce qu'on leur a pris
comme disons, la manne, les dessous des tables, il reste toujours quelque chose, si c'est bien redistribué, ça peut suffire aux populations. La reddition des comptes, Isidore Akolor. C'est un souci pour le gouvernement togolais. On ne peut plus en revenir sur ça. Mais le cas de l'hôtel Ibis m'intéresse. Parce que l'hôtel Ibis, jadis appelé hôtel Le Béné, était une fierté togolaise. Tu veux y investir? Non, c'était une fierté togolaise. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est l'hôtel qui a eu à abriter les hôtes de marque pour la proclamation de l'indépendance du Togo en 1960. Qui a été retardé 2 ans parce qu'on n'avait pas des infrastructures, on n'a pas des structures d'accueil pour les hôtes de marque. Et donc ça, un vrai symbole. C'est un symbole. Et moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord pour qu'on change le nom, la dénomination hôtel Le Béné à l'époque. Aujourd'hui, que ça revienne à l'État togolais, c'est une très bonne chose. Mais là, je comprends les inquiétudes d'Alidou Tchakala au niveau de la mauvaise gestion des sociétés d'État. Non, des sociétés d'État, puisque ça on peut le comprendre, on peut ranger ça dans une société. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de la mauvaise gouvernance au Togo, qu'on ne fait plus confiance à ceux qui dirigent le Togo, qui gèrent mal, mais en même temps on ne trouve jamais de solution à ce problème. Oui, ce n'est pas ni toi ni moi qui allons trouver cette solution. Et quand le premier des Togolais constate qu'il y a une minorité qui accapare les ressources du pays, ne fait rien, ne me demandez pas à qui la faute. Ne me demandez pas à qui la faute. Oui, mais lui, il a fait le constat et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Son feu père ne faisait pas les constats. Il faisait quoi? Il agit. Il agit. Quand on constate que vous avez fait vous le regrettez aujourd'hui? Bon, malheureusement, dans une certaine mesure, le jeune fait regretter le vieux. Le bonheur de l'apprécie. Non, c'est sérieux ce que je dis. C'est sérieux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sociétés écrans, des sociétés porte-noms, et c'est les mêmes qui sont derrière. Quand Olivier disait qu'il allait faire des recherches, mais on va t'enfariner. Tu ne découvriras jamais le nom du promoteur de LCT. Ne le découragez pas. Je ne le décourage pas. Il faut que Olivier apporte l'information. Mais de toutes les façons, au moins on aurait constaté en tant que journaliste que voilà, on est allé en enfariner. Mais il y a plein de sociétés prête-noms qui ont des marchés colossaux au Togo. Allez-y chercher qui sont derrière. Quand on est aux affaires et qu'on devient homme d'affaires, c'est comme ça que ça tourne au vinaigre. Et à la fois les conflits d'intérêts. Jugé parti. L'affaire Seco BTP, comment? Avec les histoires de 26 milliards. Où en sommes-nous? Oui, j'allais même vous poser la question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette affaire? La route, les Chinois, ils continuent le travail. Il y a un bon travail qui est fait sur un tronçon. Sur un tronçon. Et bon, j'espère que le reste va continuer. Non, mais moi, ils sont en train de continuer. On a signé des confrères en justice. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise. On va réchauffer le dossier au moment opportun. Nous sommes au Togo, oui. C'est comme ça que une justice fonctionne. C'est comme ça fonctionne, malheureusement. Je voudrais peut-être, avant d'aborder, je vois là où Tchakala veut en venir. C'est sur l'affaire Pascal Bojona. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord avoir votre avis. Vous savez, dans 2 mois exactement, l'actuelle mandature va devoir laisser sa place, si tout se passe bien, à une autre, l'Assemblée nationale. 2013-2018, ça fait 5 ans. 5 ans après, est-ce qu'on aura retenu beaucoup de choses de cette Assemblée nationale? Est-ce qu'elle aura contribué à l'avancement de notre pays d'une certaine façon? La majorité au pouvoir et la majorité de l'opposition au Parlement. Olivier. Non, mais quand on parle de reddition des comptes, c'est là aussi... Ça pose le problème même des députés, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient de l'opposition ou de deux partis au pouvoir. Je crois qu'un bon député, normalement, doit rendre compte aussi à ses électeurs ou à la population en général. Et durant les 5 ans, c'est le peuple. Donc, durant les 5 ans, qu'est-ce que ces députés ont pu faire? Bon, nous les suivons, mais nous ne pouvons pas faire le bilan à leur place. De toutes les façons, il faut lancer l'appel donc à ces députés
de préparer leurs documents, de préparer leurs dossiers, parce que nous, en tant qu'électeurs, nous exigeons ça avant encore de leur renouveler donc un quelconque mandat. Mais de façon, je sais pas, ramassée, il faut dire que peut mieux faire. Ils ont fait mieux que la mandature passée, en fait. Parce la différence est à quel niveau, Olivier? La différence est d'abord au niveau de l'interpellation, hein, donc des ministres, etc. Et je crois que il y a plus donc d'interpellation de ces ministres sur certaines questions que la mandature est passée. Je ne sais pas au niveau des projets, des propositions de loi, combien de lois ont été proposées par le Parlement togolais, puisque ça ne se fait jamais dans l'histoire du Togo. Je ne sais pas combien de lois les députés ont pu prendre. Au niveau même des questions sociales, purement. Je ne parle pas des questions politiciennes d'abord, mais au niveau des questions sociales. Il y a la question des loyers, et il y a la question des garanties au niveau même des immeubles. Et je parle des baux commerciaux, des baux. Je ne sais pas combien ils ont fait au niveau de la prise en charge de nos problèmes. Pour la couverture sanitaire, par exemple. La couverture. Il y a plein de questions. Mais combien de députés, combien de lois ils ont pu faire pour qu'on dise que certains se sont opposés? Parce qu'au moins ce sont des questions qui peuvent réunir les parlementaires. Maintenant, au niveau politique et politicien, combien ils ont pu faire? Assemblée nationale, mais quand même, je crois qu'au niveau de l'augmentation de leurs émoluments, si j'ai bonne mémoire, ils ont réussi à faire un projet, une proposition qui a doublé leur émolument. Bon, qu'à cela ne tienne, ça arrange aussi peut-être certaines familles, pourquoi pas. À l'Assemblée nationale, on vote les lois et puis on contrôle l'action du gouvernement. Aujourd'hui, sincèrement, si on veut jeter un regard sur ce qui a été fait là, durant ces 5 dernières années, est-ce qu'on doit être satisfait du travail de nos parlementaires, Tchakala? Non, mais moi, je dirais que si les députés togolais, les députés du peuple n'avaient pas existé, le pays se serait mieux porté. Non, parce que... En même temps, il ne faut pas être dans l'extrême. Hein? Non, j'assume ce que je dis, comme d'habitude d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Quand on prend les 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au peuple, à ceux-là qui ont porté leur choix sur eux? Pas grand-chose. Et mon confrère Olivier a parlé tantôt d'interpellations, mais ce sont des interpellations sélectives. On n'appelle pas tout le monde. Non, on n'appelle pas tout le monde. Ils savent que ceux qui l'appellent, et puis souvent, on les appelle. Ils vont, ces beaux députés-là, qui ont quand même un certain niveau, un certain bagage, on les baratine. Après tout, ils applaudissent à faire rompre leurs phalanges et tout ça. Je les trouve pathétiques. Non, c'est pas bien. On veut quand même qu'ils donnent un autre sens à la gouvernance. C'est parce qu'à un moment, ils ont failli. C'est pourquoi certains se croient tout permis. Mais quand vous faites des... Vous serez content, par exemple, que quand le gouvernement de Faure Gnassingbé ne se serait pas bien comporté, qu'à l'Assemblée nationale, on ait le courage de dire non, ça, c'est pas bon. Absolument. Absolument, c'est ça. Parce que c'est des élus du peuple, c'est leur répondant immédiat devant l'exécutif. Nous ne pouvons pas aller jouer leur rôle, donc nous les avons mandatés d'aller d'aller porter haut nos préoccupations. Mais ils ne le font pas. Les seuls actes qu'ils ont pu poser, c'est leurs émoluments, comme l'a dit tantôt mon confrère Olivier. Sinon, à part ça, rien. Il y a des sujets brûlants. Ils ont voté aussi les lois. Bon, ils consomment ce que le gouvernement propose et ils votent. Qu'est-ce que même ils ont proposé comme loi? Et il y a eu, comment dire, un débat âpre autour pour qu'on dise ils auraient essayé, mais c'est qu'ils ne se sont pas entendus autour de cette loi. Les problèmes liés à la santé, le social, liés à l'éducation, mais je suis choqué que jusqu'alors, bien que la situation de pourrissement soit constatée et qu'on ne daigne même pas appeler certains ministres pour répondre. Qu'est-ce qui ne va pas dans le domaine de la santé? Les appels ne viennent pas. Hein. Là, c'est qu'ils ne s'imposent pas. Ils ne s'imposent pas. Vous voyez, ils n'ont pas cette carrure-là, le charisme qu'il le faut. Mais quel ministre peut résister à un élu du peuple? Mais les ministres, ils ont été nommés. Mais les députés, ils ont un mandat du peuple. Entre autres, je suis même choqué que certaines fois, à des occasions solennelles, des manifestations, les ministres viennent, ils ont ou posé leur postérieur. Mais vous voyez les députés du peuple errer parce que le protocole ne les a même pas pris en compte, parce qu'ils n'existent même pas.
Parce qu'ils n'ont rien fait. C'est un problème qu'il faut changer ça. Absolument. Après le président, dans le protocole de après le président de la République, c'est les députés. Ils ont été élus. Non, mais donc, malheureusement, on ne les sent pas. Il y a un aspect sur lequel je vais attirer votre attention. C'est le bilan de l'absentéisme. Absolument. Il y a des députés qui prennent les bousées, qui sont payés, mais qui ne vont jamais, pratiquement en plénière. Et parmi eux, il y a beaucoup d'affairistes qui sont à Dubaï, je sais pas, en Chine. Non, Olivier, sérieux. Non, c'est l'homme des indiscrétions et moi ça ne m'étonne pas. Non, c'est des choses, écoutez, pour être plus sérieux, c'est des choses que nous savons. Non, mais on est sérieux. Je parlais même le problème de la bonne gouvernance et de la... Excusez-moi, attendez. Je ne dis pas que c'est pas sérieux, je dis c'est vrai. C'est pas grave. On a élu des gens mais qui viennent pas pour contrôler l'action du gouvernement. Mais ils ne viennent pas au Parlement, mais ils sont tout le temps dans les airs. Dans les affaires, oui. Allez chercher. Et on ne dit rien. Il y a un règlement de l'Assemblée nationale. Non, mais ils s'entendent. Mais quand ce député en question va aller à Dubaï et qu'il revient avec une montre qu'il offre aux décideurs, perché, vous voulez qu'on leur dise quoi? Allez-y. Non, mais ce qui est malheureux, c'est que l'Assemblée nationale togolaise, comme dans toutes les assemblées du monde, il y a des commissions. Il y a des commissions. Que c'est le seul parlement où ça ne se cogne pas véritablement. Écoutez, justement, si notre parlement était vraiment actif, on aurait assisté à des scènes comme ça. On a eu déjà même des pugilats, non, mais des pugilats verbaux nourrissent parfois, c'est-à-dire que l'évolution de la mentalité. Je vous assure. Et ça manque beaucoup à notre assemblée, tout simplement parce qu'en réalité. De position mais bien sûr, mais au Togo. Il y en a qui n'ont jamais au Togo, comme dans bien de pays, disons, francophones, je vais poser la question. Quand est-ce que vous avez vu un député contester les actions, c'est-à-dire que du gouvernement dont il est issu, qui est de son parti? Nous ne l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Mais c'est rare. Mais c'est non, mais écoutez, ça nous sommes en France et ça c'est une autre paire de manches. S'il faut aller analyser la politique française, vous comprendrez. Au niveau de démocratie aussi en France. Voilà, nous sommes dans un pays, je l'ai toujours dit, quelle est notre mentalité? Comment est-ce que le député là même est arrivé là où il est? Comment c'est-à-dire qu'on l'a présenté? Il y a tout ça qu'il faut voir. Parce que si les commissions étaient vraiment actives, l'on serait allé à la base expliquer un peu la situation que l'on vit. On ne serait pas arrivé à la crise actuelle. Il y a eu un long silence pendant longtemps où on ne dit rien au peuple alors qu'il y a des problèmes qui s'accroissent de jour en jour. En réalité, si on contrôlait l'action et que les gens venaient se justifier, je crois que ces élus du peuple, quand ils retournent chez eux, ils auraient pu avoir quelque chose à servir aux populations. Mais on ne les voit même pas. Il y a eu sur WhatsApp une vidéo qui a circulé où un député nigérian qui a été élu, il a disparu. Le jour où il est revenu, les populations l'ont chassé à coups de gourdin. Il a dû fuir. Je crois qu'il faut qu'on en arrive à ça. Parce que c'est désolant et c'est ce que je disais ici. Nous avons de sérieux problèmes. Il y en a qui se plaignent. Ils viennent, on les élise, ils disparaissent. Mais c'est quand il y a encore. Mais c'est ça le problème. Le député nigérian dont fait cas ici, lui, il a eu le courage d'aller en plein jour. Les nôtres, c'est de nuit. Jusqu'au premier rayon du soleil, ils ont déjà pris le chemin inverse. Oui, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ils ne font rien. Donc en réalité, c'est ça. Il n'y a pas un retour vers. Il n'y a pas un retour vers. C'est ce retour vers là qui manque et nous le disons tout à l'heure. Quand on ne va pas, parce que les gens ne se sentent pas redevables. Ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on s'arrête. Que pourquoi les députés ne se sentent pas redevables? Oui, mais écoutez, de toute façon, il y a une certaine complicité. Il l'a dit tout à l'heure. Le gars, quand il va revenir. Les affaires qu'il va gérer quand il sort, ce n'est pas pour lui seul. C'est ce que nous oublions. J'ai parlé tout à l'heure d'une mafia d'État. Ce n'est pas forcément mauvais. Ce que je dis, écoutez-moi bien, c'est pas forcément mauvais, mais je dis, non, tout ce qui est mafia mauvais. Hein. Non, attention, attention, oui. Parfois, il y a de l'illicite. Vis-à-vis de l'éthique, c'est pas des choses qu'on peut accepter, mais ça peut quand même amener des investissements dans le pays. Et si c'est bien géré, si c'est bien conduit, ça peut aider, un temps soit peu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, combien de lois on a voté? Quand on vote les lois, quelle est l'application? C'est-à-dire que la veille qu'on fait autour de l'application des lois. Il n'y a pas tout ça. Les commissions ne fonctionnent pas. Vous vous rappelez Dangote, cette histoire de ciment, quand on a appelé le ministre, il est venu. Les explications qu'il a données là, vous trouvez que c'est convaincant? Non, il a... Mais l'Assemblée nationale a entériné ça. Comment est-ce que vous pouvez comprendre?
Mais c'est ça aussi le problème. Parce qu'en fait, n'oubliez pas, toutes ces sociétés, les multinationales, quand elles s'installent, je l'ai dit ici tout à l'heure, en parlant des hôtels, les commissions, ça va à tout le monde. Mais si vous contestez, on vous coupe. Les commissions. Mais bien sûr. Isidore Akolor. Non, c'est pas pourquoi nous faisons ces gymnastiques pour expliquer l'inexplicable. Quand vous avez un parlement qui dit que il est là pour suivre les directives du gouvernement. Non, et ça n'a jamais été nulle part comme ça. Non, mais écoutez, le président de l'Assemblée a maintes fois dit ça. Pour suivre les directives. Mais que non, ils sont là pour aider le pouvoir à évoluer le gouvernement. Caisse de résonance. Mais caisse de résonance. Mais je te l'apprends. Oui, mais j'ai jamais entendu ce discours. Ah bon, non, c'est un courant qui est au Parlement. Mais c'est vrai, mais quand le président de l'Assemblée se permet de dire ça. Ouais, mais moi-même, je ne me rappelle pas. Mais s'il l'a dit, mais, et les autres de l'opposition, qu'est-ce qu'ils disent? Souvent, il le dit. Il dit que mais il va accompagner le gouvernement. Il l'a dit. Bon, peut-être que c'est dit. Peut-être que c'est dit, mais. Ouais, vous résumez ou vous, du moins, ça. Vous paraphrasez. C'est une interprétation. Ils sont là pour accompagner le gouvernement. Maintes fois, on l'a dit. Pour accompagner le gouvernement. Mais quand est-ce qu'on va contrôler? Quand on accompagne quelqu'un, on ne peut plus le contrôler. Alors là se pose aussi l'attitude des députés de l'opposition. Mais combien sont-ils? Combien sont-ils? Au moins à ce niveau, je me souviens qu'ils se sont battus pour au moins faire passer une loi. Une loi sur comment appelle-t-on, la torture, qui est devenue aujourd'hui un crime imprescriptible. Oui. Et c'est grâce à la pression. Mais sur la question des homoluments, on n'a pas pu dire non, couper ça pour peut-être les handicapés de machin. À leur place, il ne le fera pas. À leur place, il ne le fera pas. Donc, au moins, ça c'est à saluer qu'il y a eu quelque chose, au moins aujourd'hui, et qui fait que le crime est devenu, la torture est devenue un crime imprescriptible à la faveur des affaires de tentatives de coup d'État. Et on a l'affaire Pacha, qui a tout fait chambouler parce que le Togo avait ratifié le traité de Rome, mais ne l'a pas introduit dans le code pénal. Oui. Donc, ils se sont battus, quelques députés se sont battus pour que ça ait force de loi. Aujourd'hui, au moins ça, c'est à saluer. Mais revenons maintenant. Le traité de Rome, est-ce que le Togo l'a déjà ratifié? Ça c'est vieux. Allez-y. Ça c'est vieux. Et revenons maintenant au rôle du député dans la nation. Mais que ce soit du pouvoir que de l'opposition, ils ne retournent pas vers leur mandat. C'est le drame. Je ne vais pas citer ici des noms. Vous les voyez, les week-ends, ils s'en vont dans leur région faire la fête avec des jeunes filles. Non, mais... Et déjà le lendemain... Attendez. Mais c'est la triste réalité. Oui, mais ils sont tous les... ils sont tous les week-ends là-bas, mais ils n'arrivent pas à prendre même les problèmes, à bras le corps, les problèmes des communautés. Maintes fois, on les a interpellés, ils disent oui, d'accord, merci de me l'avoir dit, mais jamais ils n'ont changé d'attitude. Et ce n'est pas normal. Il faut les sanctionner prochainement. Il faut trouver un mécanisme. Non, mais finalement. Je donne la parole à Tchakala, excusez-moi. Aliru Tchakala. Les gens confondent souvent avec Arimia Tchakala. Ce qui est tout curieux chez nos députés, ce ne sont pas des sujets quand même qui manquent. Hein. Quand on prend le tout dernier décret signé par les ministères du commerce et de l'agriculture, au tilapia, c'est matière. Parce que c'est un truc qui est vague comme ça. Qu'est-ce qui fait que certains tilapias ne sont pas bons à consommer? Donc les députés devraient quand même interpeller les ministres en question pour quand même maîtriser les vrais contours de cette interdiction afin de répercuter tout ce qu'ils auraient appris à leur base. À la capitale, on sait, mais à l'intérieur du pays, peut-être qu'à la capitale, on va se méfier un peu des tilapias, mais il y aura des consommateurs de ces mêmes tilapias à l'intérieur. Donc autant vulgariser cela. Pourquoi il y a eu ici et ça? Ebola est sorti ici, on n'a rien pas dit. Consommer la viande sauvage, mais les gens consommaient à volonté. Les gens consommaient à l'intérieur. Mais quand vous êtes dans un pays où en réalité les gens sont en crise, ne venez pas leur dire ça. Les gens n'écoutent pas. En fait, c'est ce que nous disions ici. Les gens ne se reconnaissent pas en l'État.
Ça pose un véritable problème. Quand les populations, de légitimité. Mais c'est ça, quand les populations ne se reconnaissent pas dans les pouvoirs publics, parce que leurs aspirations, leurs besoins ne sont pas pris en compte, tel que ça devrait l'être, tout ce qu'on leur dit, bon, ils vont dire c'est leurs affaires, c'est parce que peut-être on veut encore empêcher quelqu'un de vendre, on veut encore... C'est des choses comme ça. Et le plus souvent, les rumeurs vont alimenter cette méfiance-là, ce dédain par rapport, effectivement, à des décisions qui sont prises normalement dans le but de protéger les populations. C'est pour ça que je disais ici un jour qu'il faut rétablir la confiance entre les populations et l'État. Qui va rétablir cette confiance-là? Il reste 30 secondes. Non, mais écoutez, pour nous les avons des députés, décideurs. on a déjà mis l'accent sur le fait que certains députés sont devenus des affaires au lieu de des affairistes plutôt, au lieu de se mettre au service. Mais il y a certains aussi qui viennent et, excusez-moi, on les respecte beaucoup, mais qui passent tout leur temps à dormir. Et quand ils... Non, en plénière. Oui, bien sûr. Quand l'heure de voter arrive, on les réveille, on les tape, on les tapote. Il lève le doigt. Non. Une fois si le président de groupe a levé le doigt et ils le font automatiquement. Il lève le doigt et ils ne savent même pas de quoi on parle. C'est malheureux. C'est malheureux. Et malheureux aussi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale recommande ou exige que les discussions à l'Assemblée nationale soient retransmises à la télévision nationale. Et pendant 5 ans, aucun débat n'a été retransmis à la télévision en direct. Ça, c'est déjà l'indice d'échec patent. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause. Et si on partageait le même taxi? Taxi FM. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Deuxième partie de Taxi Presse avec Tchakala Alérou, Kedanou Issifou, Olivier Adja et Isidore Akolor. Et on va maintenant aborder le sujet lié donc à l'ancien bras droit de Faure Gnassingbé, Pascal Koussalolou Bodiona. Il est de nouveau convoqué par la justice togolaise, la Cour suprême, demain, jeudi. Et beaucoup de journaux en sont revenus sur le sujet depuis depuis mardi, beaucoup plus. Ce matin, le triangle des enjeux évoque aussi le sujet. Le refus de l'offre, les vraies raisons, se demande le confrère, le triangle des enjeux. Alors, que se passe-t-il de nouveau avec Pascal Bodiona, Tchakala Alérou? Non, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Ce dossier est en train d'exaspérer un tout petit peu chose. Est-ce que cela ne relève pas d'une certaine diversion? Parce que les vrais problèmes des Togolais sont là. Il y a une crise sans précédent qui est en train de noyer tous les espoirs des Togolais. Mais au même moment, on trouve par cynisme ou par sadisme de réchauffer un dossier qui n'a pas son sens. Le dossier dont on parle, c'est prétendu affaire d'escroquerie internationale. Ça, c'est désuet, Le dossier même est vidé de sa substance depuis longtemps. On sait qu'il n'y avait pas de la consistance dedans. C'est un dossier vaseux parce que depuis qu'on a sorti ce dossier-là, qui peut aujourd'hui nous dire qu'il maîtrise les vrais contours de ce dossier, si ce n'est un dossier quand même monté de toutes pièces pour peut-être créer noise à quelqu'un? Aujourd'hui, ceux-là qui sont vraiment impliqués, s'il y avait ce dossier-là, quand vous prenez l'Emirati, lui là, il a complètement disparu des rayons. Radar, on ne le voit plus, on ne le sent même plus. On ne sait pas s'il vit ou il ne vit pas. Quand on prend Bertin Abba, on n'a plus parlé de lui. Mais curieusement... Lui, il est en fuite, carrément. Oui, curieusement. Loïc Le Floch qui, par moment, envoie des flèches empoisonnées, il n'en a même plus envoyé depuis quelque temps. Parce que, se disant que, bon, c'est fini ce dossier. Mais curieusement, on le réchauffe comme ça, avec cette convocation. À quelle fin? On ne le saurait. Mais je pense que c'est comme si la justice... Selon plusieurs informations, Pascal Bodiona a fait des recours au niveau de la Cour suprême. Absolument. Peut-être que c'est pour cela que la Cour veut statuer là-dessus. Non, mais si la Cour voulait statuer là-dessus, on envoie la suite de ce recours-là à ses avocats. On ne va pas le convoquer. Donc ça veut dire qu'on est en train, peut-être par cynisme ou par sadisme, histoire de peut-être lâcher la proie pour l'homme, parce qu'on a d'autres dossiers plus intéressants, qui intéressent le peuple, qui intéressent la population. C'est l'issue du dialogue.
Les Togolais attachent du prix à ça. Maintenant qu'on vient maintenant nous mettre le dossier lié à cette escroquerie internationale, je crois que même si escroquerie internationale, mais ce monsieur qui entre-temps s'est fait escroquer, s'est fait escroquer, mais qu'est-ce qu'il, où est-il? Quel lien il a avec le supposé monsieur Gay là? C'est le général Robert Gay. Et curieux encore, il y a des gens même qui en intérieur mettent la main sur des fortunes du peuple, mettent la main sur l'argent du peuple, mais ils se sentent pas inquiétés. Vous les connaissez? Non, on en connaît. On a lancé des dossiers. Les dossiers liés aux chantiers ouverts qu'on ne finit jamais. Des dossiers liés un peu aux scanners qu'on a achetés qui n'ont jamais fonctionné. Il y a d'autres matières ici en interne. Mais je suis choqué que c'est cette histoire qui a perdu de sa saveur, que la justice se plaît à réchauffer au gré de ses humeurs ou bien au gré de quoi, on ne le sait pas. Donc de toutes les façons, demain c'est jeudi, on en saura un peu plus, mais je crois que il faut arrêter certaines choses quand le tas s'y prête encore. Alors, il semble que ça craint, c'est cette façon-là qu'on a une fois convoqué Pascal Bodiona et puis on l'a déposé à la prison civile de Tchévier. Qu'est-ce qui va se passer demain? Personne ne sait. Mais le confrère l'Indépendant Express, dans sa livraison hier, a fait le lien avec son omniprésence dans la facilitation ghanéenne dans la crise togolaise, puisque le confrère écrivait hier qu'il est soupçonné d'influencer la médiation en faveur de l'opposition. C'est pour cela qu'il est convoqué. Ça, on ne peut pas le dire, en tout cas à mon niveau aujourd'hui. On attend demain pour savoir ce qu'il y en est véritablement. Olivier Adia. Non, vous avez parfaitement raison dans votre chute, parce que moi, quand je l'ai appris, j'ai été étonné qu'il est encore convoqué. Mais je me suis posé la question de savoir d'abord, pourquoi la Cour suprême? Puisque normalement, pour ce genre de questions, le procès, ou du moins l'affaire d'escroquerie dite, entre guillemets, internationale, n'a pas encore été jugé, même au niveau des premières instances. Donc, est-ce qu'on peut sauter? Depuis cette affaire, personne ne parle du fond. Oui, le fond, on n'a pas encore parlé. Donc, aucun juge ne s'est pas encore prononcé sur le fond pour décider quoi que ce soit. Donc, pourquoi c'est la Cour suprême qui l'invite? Je mets, entre guillemets, encore le mot invité. Je ne sais pas, mais vous l'avez dit, peut-être que il y a eu des recours de procédure, essentiellement parce qu'il a fait beaucoup de recours au niveau de la procédure qu'il estimait viciée. Certainement que c'est sur ça que la Cour donc veut se prononcer. Maintenant, les gens feront le lien entre voilà donc la période à laquelle il est convoqué et cette affaire-là. C'est un peu surprenant. Moi, j'aurais préféré que à cette époque, à cette période, on ne puisse pas remettre sur le devant de la scène ce dossier. Mais bon, la justice doit aussi fonctionner, comme certains nous l'ont répondu. Donc la justice doit fonctionner. Est-ce que c'est par rapport au recours que lui-même, en tant que en tout cas en tant que partie dans l'affaire, a fait au niveau de la Cour suprême, ou c'est un autre contenu du dossier? Certainement on le saura demain pour se situer. Mais je crois que Pascal Bodiona aujourd'hui est tranquille là où il est. Il a une posture jusqu'à il y a 2 jours. Il est tranquille jusqu'à il y a 2 jours. Oui, il a une posture qui ne gêne personne a priori. Donc, remettre encore au devant de la scène cette affaire d'escroquerie internationale ne va pas, en tout cas, ne sied pas aussi bien à notre pays et à l'image qu'on veut donner. Le confrère La Dépêche écrit ce matin, Pascal Bodiona, le martyr continue. C'est comme cela qu'il faudra prendre aussi la chose. Kenanou Sifou. Ouais, peut-être dans une certaine mesure. J'ai entendu Olivier Adia dire quelque chose tout à l'heure. J'attendais s'il n'avait pas dit pour réagir. Heureusement, je me serais passé en fait d'intervenir par rapport à ce que Olivier Adia a dit. C'est que le ministre Pascal Bodiona, nous le connaissons très bien. Ok? Et le pouvoir le connaît très bien.
le système aujourd'hui, c'est-à-dire que dont il serait... On sait de quoi il est capable. Voilà, c'est-à-dire que serait victime aujourd'hui, le système le connaît très bien. Moi, je crois qu'à mon humble avis, à partir du moment où ce monsieur, à un moment donné, est rentré dans le silence, si silence il y avait, il est inopportun que ce dossier ressurgisse, Il semble que surtout pour le contexte. son silence est bruyant. Bon, peut-être, vous savez, c'est pour ça que je dis, sauf élément nouveau, sauf suspicion de quelque chose que nous ne savons pas, je crois qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment, vu le contexte dans lequel on est. J'avais dit ici un jour, quand on l'avait vu, la question m'a été posée au dialogue, j'ai dit, mais c'est un signal qui peut augurer d'une fibre de réconciliation à exploiter pour notre pays. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, cet élément nouveau vient démentir un peu mon souhait à l'époque. Ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement que nous avons eu des cas au Togo comme ça, où les gens, à un moment donné, sont revenus. Est-ce que allons-nous arriver à ça un jour pour que, en fait, cette histoire-là soit close et qu'on aille à autre chose? J'aurais bien souhaité que pour cette période-là, en fait, on ne revive pas ça. Parce qu'en fait, vous savez, on est dans une crise, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, une crise qui semble aujourd'hui peut-être derrière, hein, je ne sais pas si c'est ce que les gens estiment, mais il ne faut pas risquer de retourner encore à des choses qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps ou qu'on a vécues dans le temps. J'ose espérer que demain, peut-être comme l'ont dit les gens, c'est peut-être pour donner suite à des recours que le ministre Pascal Bodiona aurait peut-être introduit, qu'on le convoque. Mais vivement que le ministre Bodiona, comme tu le disais tout à l'heure, ne soit pas déposé à nouveau. Et c'est pas souhaitable. Oui, bien sûr. On attend de toute façon, nous sommes des humains. On ne peut jamais se réjouir d'une situation que quelqu'un vit, fût-il qu'il ait été, je ne sais pas, coupable ou non coupable. Et moi, toute ma sympathie donc à la famille Bodiona, à lui-même personnellement. Isidore. Non, ça... Il y a un confrère hier ou avant-hier, je me rappelle plus, qui parlait d'une cabale politique. Bon, enfin, il est allé très loin sans savoir pourquoi réellement ou ce qui adviendra demain. Bon, on attend de voir. Si demain, les magistrats donnent raison à Pascal Bodiona, que les procédures ont été viciées et qu'il a fait des mois d'emprisonnement. En même temps, c'est aussi là où se trouve le problème. Alors, pour que la Cour suprême statue sur ce recours, est-ce qu'on a besoin forcément de la présence de Pascal Bodiona à la Cour suprême? On peut s'en tenir à ses conseils d'avocats. Justement. Oui. N'est-ce pas sa présence qui finalement alimente les spéculations? Ça va alimenter les spéculations. Et quand on connaît la manière dont notre justice fonctionne, il y a lieu de s'interroger sur sa présence effective demain là-bas. Est-ce qu'on ne va pas lui répéter le même coup qu'on lui avait fait quand il était devant le juge d'instruction au palais de justice à Lomé, enfin, oui, la première instance de Lomé, et on lui a mis le grappin dessus, malgré toutes les protestations, c'est des gaz lacrymogènes, à cause de gaz lacrymogènes qu'on a dispersé les gens. Vivement que ça n'arrive pas, et ça donne l'air d'un acharnement contre une personne qui n'a pas voulu se compromettre de nouveau. Non, se compromettre de nouveau? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isidore? On sait le rôle qu'a joué Pascal Bodiona, non seulement dans l'avènement de Fogna Singbe, même dans l'installation de son pouvoir. Il était sur tous les fronts. C'est lui qui a, je dirais, le faiseur de roi. Et à l'époque, je disais que le mauvais sort est toujours réservé aux faiseurs de roi. Et c'est ce qui a été arrivé. Mais lui, il n'avait pas les armes à l'époque. Non, à l'époque, ce sont ceux qui avaient les armes qu'on a vu à la télévision. Mais qui montaient au fond, qui calmaient les situations bouillantes dans la population, qui a donné une sorte de légitimité au pouvoir de Fogna Singbe. C'était Pascal Bodiona.
Et surtout sur le plan de la communication. Et il était le porte-parole, même depuis qu'il était, comment dirais-je, directeur de cabinet. Mais on a vu ce qu'il avait fait. Il servait de pont entre l'opposition et le pouvoir. Et il a su calmer beaucoup de situations. Et c'est grâce à lui que Faure Gnassingbé a eu une quelconque légitimité pour gouverner. Et subitement, il est tombé en disgrâce. Même quand il était au gouvernement, c'était le seul porte-parole du gouvernement. Après son départ, personne n'a pu le remplacer jusqu'à présent. Non, il y a un porte-parole. Et quand je dis non, il y a des porte-paroles. Est-ce qu'ils arrivent à convaincre? Les autres également, ils parlent. Quand ils sortent, c'est encore de jeter de l'huile au feu. C'est ça le problème. D'accord. Lui, il arrive à convaincre et à apaiser des situations. Et quand je parlais de compromission, en 2010, vous avez vu comment la réélection de Faure Gnassingbé a été faite au niveau de Togo 2000. Il en est l'artisan. Donc, si on veut le faire jouer le mauvais rôle, il refuse. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a de l'acharnement sur lui. C'est déplorable. On attend demain peut-être pour voir le vrai visage de cette affaire qui est en train de germer un petit peu. Oui, Djakala, et puis on passe à un autre sujet. Oui, mais ce qui est bien curieux, le monsieur ne parle pas. On dit qu'il faut qu'il parle. Et quand il parle, on dit qu'il en fait trop. Finalement... Qu'est-ce qu'il a dit tout ça? Si, mais on a vu sa dernière sortie qui lui a valu tout. Quand il parlait de sa hutte. Oui, de sa lutte. Il a dit des choses qui lui sont... Il n'a fait qu'extérioriser ce qu'il avait sur le cœur. Un homme courageux. On a dit que il en fait trop. On a vu la suite. Maintenant qu'il a complètement opté pour le silence aussi, ce silence aussi fait mal. On dit qu'il doit parler. Et il ne parle pas et on veut lui créer. Donc je crois que on doit qui a dit qu'il doit parler? Ah non, mais je suis pas le premier à le dire. Hein. Oui, mais en même temps, vous avez tantôt dit que son silence est bruyant, c'est quoi? Visiblement. Ah oui, mais c'est un silence qui fait mal. Non, parfois. Pourquoi ne parle-t-il pas? Parfois, on dit que si tu ne dis pas ce que tu fais, on dira ce que tu ne fais. Oui, justement. Et ce qui aussi est déplorable, c'est qu'on se sert de cette justice-là comme un moyen de chantage. Comme l'épouvantail à faire peur. C'est que on veut. En même temps, excusez-moi, en même temps, est-ce qu'on doit avoir peur de la justice si elle vous convoque tout simplement? Mais la justice togolaise, oui. La justice, le citoyen n'est jamais convoqué à la justice, surtout à notre justice, et avoir le cœur serein qu'il va. Il va. Où l'orphelin, la veuve trouve reconfort. Non. Au niveau de notre justice, c'est pas ça. On a vu, les exemples sont légion. Vous allez là-bas, tout serein, vous ne reviendrez jamais à la maison. Parce que on a déjà scellé votre sort même avant que vous n'alliez là-bas. Donc c'est ça le drame. Sinon, convoquer un citoyen, c'est des faits tout à fait anodins. Mais le cas de notre justice, il est singulier. C'est ça qui fait que on est en train d'alimenter le débat par rapport à cette convocation. Et je crois qu'il faut... on ne doit pas continuer à allumer des incendies. On ne doit pas jouer au pyromane dans ces situations. On allume ici les incendies. On n'arrive pas à les éteindre. On rallume d'autres incendies. Finalement, on est dans la poursuite de ce pyromane certifié. Et qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Non. Cette histoire de Bodjona, ça c'est pas la proie, c'est l'ombre ça. On veut que l'État saisisse la proie. La vraie proie, c'est le dialogue, l'heureux aboutissement du dialogue. Sinon ça là, ça n'intéresse personne. C'est fade, le dossier a perdu même de sa verve, de sa saveur, de son goût. Donc il faudrait qu'on cherche ailleurs ce qui peut faire avancer le pays. Ça n'existe même pas. Ceux-là même qui étaient, qui faisaient venir l'Émirati. Où est-ce qu'il est, l'Émirati? On ne sait pas. On ne sait pas. Ceux-là même qui géraient le dossier aussi sont en disgrâce. Mais on ne sait pas pourquoi. Contre-enchantement. Qu'est-ce qui gérait le dossier? Non, il faut chercher celui-là qui allait débusquer l'Émirati et le venir ici, le soigner, tout ça là. Nous sommes. Alors, non, Eric Gatton, c'est Eric Gatton, c'est-à-dire que ce qui est ennuyeux, ce qui est déplorable, ce qui est inquiétant dans nos situations, je l'ai toujours dit, en réalité,
La crainte, l'incertitude vient du fait que vous êtes souvent en face des équations à 1000 inconnus. C'est ça le problème. Quand vous êtes face à des équations à plusieurs inconnus, à 1000 inconnus, vous ne savez même pas où les nombres entiers deviennent des nombres décimaux. C'est-à-dire que, vous voyez, on a vite fait, c'est-à-dire que de briser votre lucidité, si bien qu'en réalité, dans la conscience collective, les gens n'existent plus, ne se retrouvent pas. C'est ce que moi je dis. Il y a des choses dont on se passerait, c'est bon pour le moral de la conscience collective, de l'opinion, c'est-à-dire que nationale. C'est pour ça que je dis, en ce moment, cette pression supplémentaire sur les nerfs des Togolais, je crois que on ferait économie de ça, on gagnerait beaucoup plus ailleurs. Bien. Monsieur, vous savez, dimanche dernier, après le match AS OTR à US Koroki, il s'est passé une situation terrible. Le cas de l'équipe de Koroki Metete de Tchamba, je pense que je ne sais pas si c'est le nom qui les suit, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Il semble que c'est ça l'explication. Le car a eu un accident à la hauteur de Notchen, des blessés. Des blessés ont été notés dans un cas grave dont le pronostic aujourd'hui, le pronostic vital n'est plus engagé selon des sources médicales. Mais cet accident rappelle bien d'autres accidents dans le football togolais. Il y a 16 ou 17 mois, Fouad Ndapaon a fait un accident comme ça. Et en ce moment aussi, le coach de Fouadan, c'était Maurice Ntoudien, l'actuel coach de Koroki de Tchamba. Ça rappelle aussi en 2011 l'accident du bus de l'Étoile filante de Lomé où il y a eu incendie, il y a même des gens qui sont calcinés. Ça rappelle forcément pour le football togolais l'attaque de Kabida. Rappelez-vous, en 2010, ça rappelle 2007 avec Lungi. Oui. En 11 ans, ça fait 5 drames pour le football togolais. Est-ce qu'il y a un mauvais sort finalement qu'il faudra conjurer, Isidore? Mais tout à l'heure, moi je vais encore remonter plus l'histoire. La mort de Dr Kaolo. Oui. Ah oui, ça n'a jamais été élucidé. Donc, de sa mobilette. Et il en est mort comme ça. Donc, des gens voient des mains mystiques. On peut y croire, puisque on sait comment fonctionnent nos équipes depuis... Comment fonctionne-t-elle? Non, avec du mysticisme, ça... Les préparations, voilà même le terme. Ouais. Préparation. La magie noire. Parfois même, on débloque des fonds pour les préparations. Les préparations. Je me rappelle la compétition continentale. Ouais. Il y a eu une rubrique comme cela. Oui, préparation. On ne s'occupe pas des joueurs, mais... Préparation mystique. Préparation. Donc voilà la situation, peut-être. Ça a des revers. Je ne dis pas que tel était le cas, mais il y a lieu de s'interroger sur ces accidents dont on ne connaît pas la cause, et il y a mort d'homme ou des blessés. Lungi, c'était comme hier. Et les gens sont calcinés. Les gens, des confrères ont écrit même des bouquins là-dessus. Pierrot Atiobé. Il devait être même dans l'avion et n'eût été un officiel qui voulait se prévaloir de ça, donc de sa place. Donc parfois quand on prend votre place aussi, c'est bon. Oui. Non, c'est triste. Mais il traîne ça comme, je dirais, un traumatisme, une pathologie. Chaque fois ça vous revient. C'est un syndrome qui s'installe. Il va falloir que nos dirigeants puissent sortir de ces pratiques mystiques. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais Olivier, sur l'accident du bus de Koroki. Bon, on nous dit que c'est un camion, un titan en face qui sort la tête. Voilà, il y a collision et ça a créé l'accident. Des cas de blessés ont été notés. Que se passe-t-il dans le foot togolais finalement? Non, au-delà des explications métaphysico-empiriques, moi je veux plutôt me situer au niveau même du laxisme et de l'inorganisation que nous constatons dans le football togolais, mais pas seulement dans le football, peut-être que aussi dans d'autres secteurs
d'activité. Parce que, est-ce qu'on a un championnat professionnel au Togo? Non, nous ne jouons pas un championnat professionnel au Togo. Voilà, mais depuis, je ne sais pas en quelle année le championnat a démarré, mais au moins ça va faire plus de, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, si je suis juste. Au-delà de ça, est-ce qu'on met tous les moyens techniques, comme, je ne sais pas, pour pouvoir organiser les matchs, les assurances, et les cars, et tout ce qu'il faut pour préserver la vie des gens, qu'ils soient joueurs ou pas, pour le staff, tout ça là, est-ce qu'on met tous les moyens en place? Est-ce qu'on visite, on a une visite technique? Est-ce que les chauffeurs, c'est-à-dire que un drame c'est un tout, c'est la combinaison de plusieurs circonstances, de plusieurs facteurs, parfois qui sont minimes. Et ça prouve que... Excusez-moi Olivier, mais on peut beau faire tout ça, un accident c'est un accident, ça peut arriver. Non, voilà, c'est aussi parfois la mentalité africaine en fait. Non, avec tout le respect que je vous dois, mais voilà comment nous raisonnons en Afrique en fait. Parce qu'on dit un accident, donc c'est qu'on laisse ça au sort. Ça, qu'on veuille ou pas, ça peut arriver. Si ça doit arriver, ça va arriver. Voilà des expressions toutes faites. Que vous vous rappelez de l'accident de l'avion Concorde? Oui, mais quand... Tout était au point. Presque. Non, mais quand on a vu les enquêtes, moi j'ai suivi des documentaires, il y a eu il y a toujours une défaillance quelque part. Des défaillances. C'est une pièce qui a été laissée sur le tarmac et qui a causé, qui a déclenché une suite de défaillances. Donc je crois qu'il y a des choses là humaines, comme on dit là, des défaillances humaines. Voilà. Et même si on peut ajouter aussi le facteur spirituel que nous ne maîtrisons pas forcément, mais au moins mettons tout en place pour éviter au moins un tant soit peu les défenses humaines. Et c'est ça aussi le problème. Et là, on ne va pas me dire que au Togo, ou bien du moins pas seulement qu'au Togo, mais quand vous voyez en Afrique les accidents bizarres partout, même les embarcations, quand on prend au Sénégal, le plus grave accident sur le fleuve Sénégal, le Doula, c'est-à-dire on a le bateau qui prenait 1 millier de personnes, il y avait plus de 12 000. Mais pourquoi on ne va pas avoir un accident dans ce cas? C'est normal. Donc, essayons d'abord de régler le facteur humain et après... On regarde le facteur spirituel. Voilà. Alors, vous aussi, vous ne pensez pas que le facteur spirituel a privilégié? Non, mais heureusement qu'Olivier a déjà dit que c'est une combinaison de facteurs. Maintenant, le problème, ce sont les bonnes pratiques qu'il faut promouvoir. Nous n'avons pas les bonnes pratiques. Et dans sa chute, il a incriminé un élément important. Nous raisonnons souvent en quantité et non en qualité. Vous voyez, même la préparation des équipes, cette équipe qui devait se déplacer, si on ne met pas assez de moyens pour qu'on puisse couvrir un nombre important de jours à l'hôtel, vous voyez, des gens qui sont censés partir peut-être 2 jours avant pour bénéficier d'un bon repos, sont obligés de partir peut-être à quelques heures. Le chauffeur, il est obligé de rouler à vive allure. Non, là, il vient de finir un match, peut-être que je rappelle les circonstances, il vient de finir un match à... Non, je parle de manière générique. C'est vrai qu'ils ont un match le mercredi, voilà. Aujourd'hui, donc il faut vite rallier Tchamba. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ça pose un problème d'organisation, ça pose un problème d'agenda, ça pose un problème même de moyens à mettre à disposition. A priori, le chauffeur ne roule pas de vive allure. Ah ben, parce qu'il n'y a pas de danger, c'est le titan en face qui sort la tête alors qu'ils étaient garés. Mais écoutez, c'est-à-dire que moi je n'étais pas sur place, c'est ce qui est décrit. Mais le chauffeur en ce moment, vous dites que le véhicule il est garé, on est venu les percuter, c'est ça? Non, mais il sort de la ligne. Mais voilà, donc à partir du moment où la voiture est en train... de la ligne. Voilà, à partir du moment où c'est-à-dire qu'on est sur une voie, ça pose même le problème de sécurité sur nos voies. C'est-à-dire que les gens qui conduisent, le titaman qui vient, moi j'ai souvent voyagé, quand vous prenez une pente, vous montez une colline, gardez-vous de filer parce que, faites attention, il y a forcément un titan qui est en train d'en dépasser un autre, qui réduit donc... C'était justement le problème. Voilà, qui réduit votre chaussée. Donc ce que je dis, c'est un problème générique, c'est parce que nous le ramenons au football togolais, en disant qu'il y a assez de drames que nous raisonnons comme ça. Oui, bien sûr. Si on parle de manière générale, comme Olivier l'a dit, il y a une série de combinaisons. Maintenant, je reviens à ce que Isidore Akolor avait dit au début. Vous savez, quand
on prépare les équipes, là où on va préparer les équipes, la chose ou l'entité qui veut vous donner la victoire exige des choses de vous que vous devez donner. C'est comme ça se passe dans nos milieux. Nous connaissons notre spiritualité, nous connaissons nos pratiques. Mais si vous octroyez un don, n'attendez-vous pas que l'entité ne vienne pas vous en demander demain si vous gagnez. L'entité va revenir. Est-ce que vous êtes toujours là, comme on le disait tout à l'heure, pour revenir dire merci à l'entité? Premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation. Quand l'entité demande à ce qu'on sacrifie quelque chose, est-ce qu'on fait le sacrifice dans les termes que l'entité a exigé? Celui à qui vous donnez l'argent peut-être pour aller acheter la vache, il va acheter une vache borgne alors que l'entité n'a pas voulu parce que c'est cette vache qui coûte moins cher. Il y a tout ça là qu'il faut dire. Donc, je crois que c'est un problème de mentalité aussi. Même dans la pratique spirituelle, c'est un problème de mentalité. L'Africain, le Togolais, nous avons perdu des repères. On a un problème identitaire et donc je reviens encore là-dessus. Tchakala, sur l'accident. Je crois que c'est l'accident de trop parce que il y a toutes les saisons, il y a toujours de ces faits-là qui viennent un peu assombrir le bon déroulement du championnat. L'année passée, on en a connu, cette année, on en a connu, antérieurement également, on en a connu, mais il y a quand même lieu de revoir beaucoup de paramètres. Il y a l'étoile filante. Oui, bien sûr. Qui a décimé. En 2011, il y avait Fouada. Oui, avec le même entraîneur. Oui, c'est ce que je disais. Il faut en 2016, décembre 2016, oui, bien sûr, le même entraîneur. Les bus. Est-ce que c'est Noutoudien, Maurice qui a visé? On n'en sait absolument rien. Il n'était pas dans le bus de l'étoile filante, donc je crois que c'est un concours de circonstances. Et bon, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, maintenant, s'agissant des véhicules, quand vous voyez les véhicules appartenant à ces clubs-là, franchement, c'est pas un véhicule quand même en bon état. Mais ils ont fait la visite technique. Vous avez vu le car de Koroki? Ils ont fait la visite technique. Le car de Koroki n'est pas... C'est pas un truc vraiment neuf quand même, mais ça a été surexploité ailleurs avant d'enterrer chez nous. Mais ils ont fait visite technique. Oui, comme d'habitude. Mais quand vous voyez aussi, est-ce que ces joueurs sont assurés? Oui. Là, c'est bien. Oui, c'est une première. Oui. La fédération a assuré toutes les équipes au début de la compétition. Là, tant mieux. Maintenant, s'agissant du chauffeur, il faut au moins avoir deux chauffeurs. Un qui fait le voyage aller et l'autre qui fait le retour. Parce qu'on connaît un peu les intempéries de la route. Oui. Il était trop fatigué. Il avait les yeux lourds de sommeil. Donc, il y a tout ça là. Donc, je crois qu'on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à ceux-là qui ont été quand même blessés et souhaiter quand même qu'on revoie un peu nos équipes. S'il faut chercher un exorciste pour quand même enlever le mauvais sort, oui, il faut exorciser le foot. C'est VJR. Il faut le faire. Cérémonie de purification. Il faut exorciser. Il faut exorciser ça, le mal. À la fédération et aux équipes togolaises. Non, il faut exorciser le mal. Je voulais juste vous arracher en une minute chacun le mot sur la politique et la dernière réunion de la CEDEAO à Lomé et les recommandations de décision qui ont été prises appelant les acteurs finalement à faire tous profil bas pour qu'une solution soit trouvée avant fin juin prochain. Un commentaire, Olivier, on commence par vous, on fait le tour de table. Non, je crois que c'est une très bonne décision de la CEDEAO. Ça prouve que les Togolais, on leur a donné la chance de régler le problème. Ils ne sont pas arrivés et la CEDEAO va régler ce problème à leur place. C'est-à-dire, on va nous imposer des choses que nous devons respecter. Donc voilà la situation. Lorsque vous n'arrivez pas à gérer votre famille ou bien votre propre maison, peut-être que c'est l'extérieur qui viendra faire ce travail là à votre place. C'est désolant. Moi, je ne me sens pas à l'aise qu'on dise que en tant que Togolais, nous ne sommes pas arrivés à nous entendre et que c'est, je sais pas, un diktat qui va nous obliger à avancer dans cette crise-là. Très bien. Oui, Kenan Sifo. C'est une mauvaise habitude togolaise, c'est des togolaiseries. À chaque fois quand on a un problème, on espère que la solution vienne d'ailleurs. Et on l'a encore prouvé, comme Olivier Adja l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment décevant pour notre peuple qu'on puisse dire que des frères, des gens qui vivent sur une portion de territoire aussi minime que celle-là ne puissent pas se comprendre alors que nous nous connaissons très bien. Alors que depuis 1958, nous savons d'où nous sommes partis. Nous n'avons jamais fait un effort pour que cette crise-là s'arrête à un moment donné et qu'il faut qu'on en arrive là. Vivement que la CEDEAO effectivement fasse le suivi si
nos acteurs politiques ne se décident pas à régler le problème, qu'en juin, ils décident de faire le suivi, ils décident de nous obliger effectivement à trouver une solution pour le bien des populations togolaises. Isidore. Non, c'est déplorable. C'est vrai que les chefs d'État, la dernière fois, ils mettaient aussi en garde contre tout agissement menaçant la paix et la stabilité. Ça vient d'où? Est-ce que c'est les sociétés civiles qui menacent la paix au Togo? Ils n'ont pas parlé de société civile, ils ont parlé de tous les acteurs. De tous les acteurs, non. Oui. Ils ont parlé des... Non, peut-être que les propos aussi peuvent être... Bon, ça c'est diplomatique. Et moi, je veux voir la CEDEAO agir, parce que je l'ai vu à l'œuvre en 2005 avec Mamadou Tadia, et nous avons toujours ça en mémoire. La CEDEAO est un syndicat des chefs d'État. Et je ne crois pas à leur... Un syndicat qui... Solidaire dans le mal. Et ils ne font que soutenir. La CEDEAO du peuple n'est pas encore La CEDEAO a fait de très bonnes choses en Gambie, on a vu. En Gambie. Bon. En Guinée-Bissau actuellement. Non, en Guinée-Bissau. Oui. Mais là, ça me fait revenir l'adage de la paille et de la poutre. Si vous avez des problèmes chez vous, vous n'avez pas réglé, vous avez la poutre dans vos yeux. Vous n'avez pas enlevé, vous voulez enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, ça me pose problème. Parfois, on a besoin de l'autre pour pouvoir mieux aider à enlever. Merci. Tchakala, non, les acteurs togolais ont fini par taper sur les nerfs des autres chefs d'État de la sous-région. Ils ont montré leurs limites face à une crise. Ils n'ont pas su apporter les justes solutions. Et maintenant, ce n'est plus la facilitation, maintenant c'est la médiation. Si vous ne vous entendez pas, on s'entendra pour vous. Ça veut dire qu'on va... On va vous imposer des trucs. Donc ça veut dire qu'on sera... Et si on ne l'est pas encore, sous tutelle de la CEDEAO. À partir du moment où vous n'arrivez pas à proposer quelque chose qui puisse sortir le pays de sa situation, là, on va vous trouver des mécanismes. On trouvera un juste milieu. Pas forcément le juste milieu. Pas pour faire plaisir à IC grec. La norme qui puisse faire avancer le pays. Et parce que nous sommes dans un ensemble. Si le Togo se porte mal, c'est que les autres entités aussi le ressentiront. Donc, au lieu qu'on laisse le Togo malade, on va apporter l'antidote qu'il faut. Vous ne voulez pas, vous allez boire cet antidote-là pour que le mal ne puisse pas gangréner tout l'ensemble. Donc, je crois que nous sommes sous tutelle. Et non, c'est déjà ça. C'est déjà ça. S'ils ont pris tout ce temps-là à ne pas s'entendre, vous pensez que c'est maintenant, c'est dans ce laps de temps qu'ils vont s'entendre? La solution viendrait d'un ailleurs, et cet ailleurs, c'est les médiateurs qui vont trouver le juste produit qu'il faut pour guérir le mal togolais. Merci Tchakala Alirou. Je rappelle juste que c'est vous le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse, Kenanou Issifou, le patron du journal L'Estrade, et Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois pour Taxi Presse, appelez-moi Saint-Régator. À bientôt. Sur Taxi FM, l'info roule.